Alors cette semaine, au niveau du market cap, on est à 123 milliards, ce qui montre une certaine lassitude, hein. On est toujours plus ou moins maintenant aux alentours des 117, 120, 123. Pareil, si on regarde le Bitcoin, on est toujours plus ou moins aux alentours de 8000 dollars. Donc on semble être repassé dans une phase d'accumulation. En tout cas, pour l'instant, on n'arrive pas soit à monter, soit à descendre, heureusement. J'ai sorti un indicateur qu'on ne voit pas forcément à l'écran, c'est que j'ai pris le point le plus haut ici de fin juin pour le prix du Bitcoin. Là, on est dans des bougies à une journée. Et ici, le point le plus bas, et on a quand même une baisse de moins 44% sur 103 jours, ce qui fait moins 6100 dollars pour le prix du Bitcoin, ce qui est quand même vraiment énorme. Alors, est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'on va encore descendre alors qu'on sait que le halving se rapproche et que d'un autre côté, l'augmentation des cryptos du Bitcoin, ben, elle augmente de jour en jour? Bon, ça c'est une question que je laisse ouverte, on peut en parler dans les commentaires. Aussi, si on regarde les altcoins, hein, on est à des niveaux très très bas. On est vraiment, surtout si on compare au niveau le plus haut, dans la plupart des altcoins, aujourd'hui on est à moins 90%, moins 95%, voire parfois beaucoup moins. Donc est-ce qu'on n'est pas descendu trop bas pour certains projets? C'est pareil, une question que je laisse ouverte. En tout cas, on a vu cette semaine des grosses augmentations. Si on prend ici la troisième colonne sur 7 jours, à part le Bitcoin qui diminue de près de 2%, la plupart des altcoins cette semaine remontent. On a un XRP à 10%. Alors j'ai voulu faire un petit focus sur Chainlink qui aujourd'hui est sur la semaine à plus 39,5%, mais qui était hier à plus 42%, ce qui est quand même énorme en gros sur 3 jours, hein, de hausse. C'est parce qu'ils ont lancé le Trusted Compute Framework, qui permet donc de relever les défis liés à l'évolutivité et à la confidentialité des blockchains en déplaçant les traitements des données intensifs et privés vers des calculs hors chain. Donc en plus de la fonctionnalité d'Oracle, hein, qu'on connaît de Chainlink, si vous ne connaissez pas encore, j'ai fait une vidéo pendant l'été spécifique sur Chainlink, donc je vous conseille d'aller la voir. Chainlink rajoute ici des fonctionnalités donc de calcul, comme le fait un petit peu le Redon Network aussi pour Ethereum, mais pour les transactions financières. Et ici, c'est plus pour les fonctionnalités d'IoT et qui permet aussi d'introduire des transactions privées sur Ethereum. Donc je pense que c'est pour ça que le marché a fortement investi ces derniers jours dans Chainlink. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau des pays. Et on a une nouvelle qui nous vient de ce micro-État, hein, le Liechtenstein, car ils viennent de passer de façon unanime ce qu'ils appellent le Blockchain Act. Donc cet acte, comme on le voit ici dans l'article, il va permettre de gérer les relations entre les différentes parties de l'écosystème en apportant par exemple donc, la protection au niveau des investisseurs. Il va aussi permettre de combattre le blanchiment d'argent, établir plus de clarté par rapport à la blockchain. Donc c'est une loi qui va rentrer en vigueur le 1er janvier 2020 et le Parlement affirme qu'avec cet acte, le Liechtenstein deviendra le premier pays au monde à avoir une réglementation complète pour gérer l'économie blockchain. Alors le Liechtenstein, c'est bien sûr un micro-État, hein, mais il fait quand même partie de l'espace économique européen au travers de ce qu'on appelle l'Association européenne de libre-échange. Donc je pense que d'autres États vont regarder un petit peu quels sont les bénéfices que le Liechtenstein va en tirer. Parmi ceux-là, ça va être notamment d'attirer des sociétés qui travaillent dans la blockchain. Alors Ikea, c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Ikea Island viennent de lancer la première transaction B2B avec de la monnaie électronique dans un environnement régulé par un gouvernement. Donc c'est une transaction entre Ikea et la chaîne d'habits de produits islandais qui s'appelle Nordic Store.
Alors la transaction a utilisé une solution qui provient d'une société de logistique qui s'appelle TradeShift, qui elle-même utilise la startup Moneyrum, qui est une startup qui est soutenue par Consensus. Consensus, c'est cette société de conseil donc, qui développe beaucoup de produits en Ethereum. Et ici, donc, ça permet d'utiliser donc, de la monnaie fiduciaire au-dessus de la blockchain avec des smart contracts. Donc on voit que même IKEA arrive dans le monde de la blockchain. Alors ici dans l'article, malheureusement, ils ne disent pas si ça a utilisé Ethereum ou alors une autre blockchain. Je pense que c'est Ethereum, mais je ne sais pas si c'est dans le mode public ou alors en mode privé. Alors, on l'a vu déjà la semaine dernière et puis la semaine d'avant, on a de plus en plus d'exchanges crypto qui proposent de distribuer des revenus passifs avec vos cryptos. Donc en les stackant à votre place, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même en installant les wallets concernés. Par exemple, moi j'ai du Tron, j'utilise un wallet Tron spécifique qui me permet de stacker mes tokens en Tron. Mais il n'y a plus besoin aujourd'hui de faire ça parce que beaucoup d'exchanges comme Qcoin, Binance, Coinbase Pro proposent de faire le stacking pour vous. Là par exemple, on est sur Binance. On voit qu'on peut faire du Tron, du Algorand, du Qtum, Stratis, Komodo, Stellar, Anthology, VeChain et Neo. Donc vous déposez simplement vos jetons sur l'exchange et Binance va les stacker pour vous. Et donc tous les mois, vous allez recevoir donc, des tokens supplémentaires en fonction donc, des tokens, du nombre de tokens que vous avez déposés. Et maintenant, on a la société BitGo qui est le leader américain, si on peut dire, dans le monde du custody, donc du stockage sécurisé de crypto. Eux aussi, ils se mettent au stacking en proposant quand même des taux qui vont de 7 à 13% sur du Dash et de l'Algorand, et tout en laissant en plus les cryptos en cold storage, donc de manière très très sécurisée. Donc là, c'est quand même une avancée peut-être par rapport à des exchanges qui, eux, ont une partie des tokens en hot wallet, alors que là, c'est uniquement du cold storage. Donc je pense qu'on est en train d'arriver un peu à un tournant au niveau des banques et des exchanges, et que les banques vont commencer petit à petit à perdre des clients. On voit par exemple ce qui se passe avec les banques allemandes cette semaine. On a ici la Berliner Volksbank, qui est quand même en Allemagne la seconde plus grande banque au niveau des prêts, donc on ne parle pas d'une petite banque, qui va maintenant taxer votre argent avec des intérêts négatifs si vous avez un compte en banque de plus de 100 000 euros. Donc c'est quand même un comble, c'est-à-dire que vous donnez votre argent pour le stockage à votre banque. Elle fait bien sûr de l'argent avec votre argent, mais en plus, elle va vous prendre 0,5% d'intérêt. Et ce n'est pas la première banque allemande, parce qu'il y avait déjà 34 petites autres banques qui font déjà ça en Allemagne. Donc ça risque de donner bien sûr des idées à d'autres banques dans d'autres pays. Donc là, ils disent d'abord à d'autres banques en Allemagne, donc peut-être la Deutsche Bank et la Commerzbank, qui sont d'autres grosses banques en Allemagne. Mais peut-être qu'en France, on risque d'avoir aussi ce type de banque. Alors vous me direz, 100 000 euros, on n'est pas concerné, mais qui dit qu'après, ils ne vont pas descendre à 10 000 euros, puis descendre à 1 000 euros, ça c'est tout à fait possible. Si on continue à parler des banques, on a ensuite ici la Turquie qui a gelé plus de 3 millions de comptes en banque de citoyens et d'entreprises. Alors ce sont des citoyens qui ne sont pas en règle avec leurs impôts, mais n'empêche qu'on a aujourd'hui 800 000 entreprises et plus de 2 millions et demi de clients qui avaient déjà du mal à s'en sortir parce qu'ils ne payaient pas leurs impôts, et que là, ça ne va pas améliorer la situation parce que maintenant, ils n'ont même plus de compte en banque. Puis de l'autre côté, on a des exchanges crypto qui obtiennent des licences bancaires, qui délivrent maintenant des cartes de crédit, qui donnent des numéros IBAN, qui donnent, on a vu avec Coinbase ici, des intérêts sur des cryptos, mais pas simplement sur des cryptos traditionnels, parce qu'on a maintenant Coinbase
qui donne des intérêts 1,25% sur un stablecoin, l'USDC, qui lui est adossé à l'US dollar. Donc c'est comme si on vous donnait 1,25% sur du dollar américain. Qu'est-ce qui empêche maintenant les banques de proposer des prêts les exchanges crypto de proposer des prêts à la consommation et de proposer des prêts immobiliers? Quand on va arriver là, ça risque d'être vraiment un tournant. Quelle va devenir l'utilité d'une banque? Est-ce que demain, il ne sera pas tout simplement possible de faire transférer son salaire vers un exchange comme Coinbase et en plus, pas d'avoir des intérêts négatifs, mais au contraire, d'avoir des intérêts positifs et tous les avantages qu'on peut avoir avec une banque, même plus, puisque les transferts internationaux se feront beaucoup plus vite. Ça se trouve, il n'y a pas de frais de tenue de compte. Et là, moi, pour couronner le tout cette semaine, j'ai un compte à la Poste à Luxembourg qui est dit dormant, puisque ça fait 2 ans que j'y ai pas touché. Et là, la Poste me dit que si j'y touche pas dans les 2 mois, ils vont carrément clôturer mon compte et donc l'argent qui sera dedans sera perdu. Donc je dois manifester dans les 2 mois. C'est quelque chose qui n'arrive pas avec un exchange. Vous pouvez laisser votre compte pendant 2 ans dormant. On ne va pas vous dire on vous clôture votre compte parce que vous n'y avez pas touché. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'un côté de ces banques qui sont de moins en moins intéressantes et de l'autre côté de ces exchanges qui offrent de plus en plus de services, voire beaucoup plus aujourd'hui qu'une banque, et ça devient de plus en plus intéressant peut-être d'utiliser encore plus les exchanges. Alors pour terminer sur le sujet, il y a, comme vous le savez, le Bitcoin halving qui s'approche à grands pas, puisqu'on parle maintenant du 14 mai. Et avec ce halving, le taux d'inflation du Bitcoin va descendre à 1,8%, ce qui va fortement renforcer la position du Bitcoin par rapport à certaines monnaies fiduciaires, dont beaucoup ont plus de 2% d'inflation par an. Alors on va terminer les nouvelles de cette semaine avec un procès qui a été ouvert contre Tether et Bitfinex aux États-Unis. Alors pourquoi me parler encore d'un procès avec Tether? C'est pas le premier. C'est que cette fois-ci, c'est un procès qui est lancé par l'équipe d'avocats qui a gagné il y a quelques semaines le procès contre Craig Wright, qui est le fondateur de Bitcoin Cash SV. Et ici, donc, les accusations sont quand même assez importantes puisqu'on parle de fraude bancaire, de blanchiment d'argent, d'activités transactionnelles non conformes aux lois, d'opérer des sociétés de transfert d'argent sans licence et de fraude au transfert d'argent. Donc ça pourrait peut-être mettre fin à l'activité de Bitfinex, voire l'activité de Tether. Et là, ça entraînerait certainement le marché vers une nouvelle crise. Donc quand même un sujet à suivre de près parce qu'on n'a certainement pas envie, avec les niveaux actuels, d'avoir encore une nouvelle crise. Donc dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, donc dont ce procès qui s'ouvre avec Bitfinex et Tether, et aussi les banques d'un côté qui taxent de plus en plus votre argent, et de l'autre côté les exchanges qui, eux, vous donnent des intérêts de plus en plus élevés sur votre argent. Moi je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut. Ciao ciao!